Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette première grande émission débat en partenariat avec nos confrères du Dauphiné libéré. Vous le savez, les 12 et 19 juin prochains, les Français sont appelés une nouvelle fois aux urnes pour élire leurs députés. Et si au terme de ce scrutin, 577 circonscriptions françaises doivent trouver leurs représentants à l'Assemblée nationale, c'est aussi le cas dans nos départements de Savoie et de Haute-Savoie, où les candidats des 10 circonscriptions que compose notre territoire vont du coup se départager dans ce cadre. Justement, 8 Mont-Blanc, le Dauphiné libéré se sont associés pour vous aider à faire votre choix. Cela grâce à l'organisation de 10 débats. Nous sommes aujourd'hui à l'Espace Tremplin 92 à Albertville pour évoquer bien évidemment cette deuxième circonscription de Savoie. J'ai le plaisir d'être avec Laurence Veillin du Dauphiné. Bonjour Laurence. Bonjour Emmanuel, bonjour messieurs, bonjour mesdames. Je vous présente cette circonscription. Elle s'étend de la région d'Albertville aux stations de Tarentaise et de Haute-Tarentaise, en passant par des zones rurales avec une forte tradition agricole et également des communes encore très liées à l'industrie. Et bien sûr, personne ne peut l'oublier, surtout aujourd'hui, comme nous sommes à Tremplin 92, c'est une circonscription qui est très marquée par les Jeux Olympiques de 1992. Merci Laurence. Pour en parler justement, nous avons fait le choix d'inviter tous les candidats afin de leur permettre de s'exprimer de manière équitable. 8 des 11 listes validées en préfecture ont accepté de jouer le jeu. Merci à toutes et à tous autour de cette table. Nous avons le plaisir d'accueillir et par ordre déterminé via un tirage au sort effectué juste avant cette émission, Madame Myriam Rahalia, représentant la lutte ouvrière, Monsieur Vincent Rolland, député sortant des Républicains, Monsieur Jordan Chenu de la République souveraine, Arthur Empereur de Renaissance, Mathieu Cicéry, Union pour la France, Cédric Morand, représentant la NUPES, Brice Bernard, le Rassemblement national, et Monsieur Canemu, le Parti animaliste. Merci à toutes et à tous. Vous connaissez le principe. On va faire des prises de parole les unes après les autres sur des grands thèmes, mais avant cela, je vous laisse quelques minutes, quelques secondes même, avec une présentation succincte. Qui êtes-vous et pourquoi voter pour vous? Madame Rahalia, c'est par vous qu'on commence. Bonjour, je suis Myriam Rahalia et je me présente pour Lutte ouvrière pour représenter le camp des travailleurs, comme a pu le faire Nathalie Arthaud dans les élections présidentielles. Et moi, si je me présente, c'est parce que je suis totalement révoltée par cette société où on a d'un côté les travailleurs qui doivent accepter tous les sacrifices et de l'autre, il y a les capitalistes qui s'enrichissent toujours plus et les États, les gouvernements, ils sont à leur service. Et moi, en tant que communiste révolutionnaire, j'ai envie de me battre pour une autre société, pour une société sans exploitation, sans frontières, et où tous les progrès ils seraient mis au service de la collectivité. Merci beaucoup. On va enchaîner un petit peu parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de cette table. Monsieur Vincent Rolland, je vous laisse vous présenter et pourquoi voter pour vous. Vincent Rolland, j'ai donc 52 ans, je vis ici, je suis né ici, j'ai 3 enfants qui sont beaucoup engagés dans les métiers à la fois de l'hôtellerie et du ski. Et je connais cette circonscription très très bien puisque je l'arpente dans ses moindres recoins depuis fort longtemps. Pourquoi voter pour moi? Parce que je suis un élu du territoire, enraciné dans notre territoire de la 2e circonscription, qui regroupe Albertville, Ugine, le Beaufortin, le Val d'Arly et toute la Tarentaise. Et il faut pouvoir, à l'Assemblée nationale, avec les relais que j'ai créés, pousser les dossiers de notre territoire, qui est un territoire absolument atypique. Merci beaucoup, Monsieur Rolland. Monsieur Chenu, à vous, même question. Bonjour, je suis Jordan Chenu, je suis le candidat de République souveraine pour défendre une France souveraine et sociale, puisque l'un ne peut aller sans l'autre. On ne peut défendre la population française et défendre le côté social hérité de notre République sans souveraineté. Et il est, ma foi, important, par ma candidature, de défendre ces valeurs, de défendre la population française, les oubliés, les laissés pour compte, qui sont de plus en plus dévoyés vis-à-vis d'une mondialisation galopante et lancinante. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Chenu. Arthur Empereur, de Renaissance. Bonjour, alors Arthur Empereur, j'ai l'honneur d'être le candidat d'Emmanuel Macron et de la majorité présidentielle dans cette circonscription. J'ai 32 ans aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je suis engagé derrière Emmanuel Macron depuis 2016. J'ai eu l'honneur de servir 2 de ses ministres de l'Intérieur, son Premier ministre Jean Castex.
Et à ce titre, ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu participer au développement à la fois des mesures de soutien à l'économie de la montagne et à nos vallées, et puis dans un second temps, du plan Avenir Montagne. J'ai envie de représenter ce territoire, cette vallée, le Beaufortain. Ma suppléante Annick Cressan, qui est parmi nous, est une élue conseillère départementale du Beaufortain et du Val d'Arly, pour deux priorités finalement. La première, c'est de mettre en œuvre ce plan Avenir Montagne, que chaque euro annoncé soit un euro financé. Et puis, ma seconde priorité, ça sera la défense du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et ça passe par l'élection d'un député de la majorité présidentielle. Merci beaucoup, Monsieur Cicéry. Monsieur Empereur. Monsieur Cicéry, c'est à vous. Union pour la France. Bonjour, je m'appelle Mathieu Cicéry, je suis né à Albertville, j'ai 40 ans. Je suis élu conseiller à la mairie de Frontenex. J'ai également décidé de rejoindre des commissions Arlysère pour être présent au plus près des communes, des élus sur le territoire. Votez pour moi parce que je veux être le candidat de la vallée, à ceux à qui on ne s'intéresse plus, on ne parle plus. Je veux offrir à la jeunesse une nouvelle voie, celle de nouveaux horizons pour la vallée. Merci beaucoup, Monsieur Cicéry. Cédric Morand de la NUPES. Bonjour, Cédric Morand, infirmier à la Léchère. Je suis originaire de la région Auvergne et Rhône-Alpes maintenant, on est rattachés, on fait partie de la même famille. Je suis infirmier à la Léchère, je l'ai dit, depuis 3 ans et demi, donc je suis sur le terrain. J'ai un passé d'entrepreneur social et de président associatif en lien avec les locataires et les expulsions sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai aussi eu, par le passé, eu l'honneur de travailler en usine chez Michelin. Et j'ai eu l'honneur aussi d'effectuer des travaux et des salariats dans le tertiaire. Donc je connais bien le milieu du travail. Merci beaucoup. Et donc du coup j'ai de la légitimité pour me présenter et défendre tous les Savoyards. Merci beaucoup, Monsieur Morand. Brice Bernard, représentant le Rassemblement national. Oui, bonjour. Donc Brice Bernard, je suis le candidat effectivement de Marine Le Pen. J'ai 37 ans, je suis savoyard depuis ma naissance. J'ai quelques origines, comme beaucoup de Savoyards, italiennes aussi. J'étais dans le commerce, dans les assurances, et je suis actuellement entrepreneur immobilier. Moi, j'ai commencé la politique il y a 10 ans. Je suis devenu le responsable du Rassemblement national de la Savoie. Je suis conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes actuellement. Pourquoi voter pour nous ? Tout d'abord, je défendrai effectivement l'industrie, le tourisme, mais également la lutte contre le séparatisme et le communautarisme qui prend racine dans notre circonscription. Et puis, j'aurai pour boussole les Savoyards et la défense de leur pouvoir d'achat. Enfin, Bertrand Camus, qui est animaliste, même question. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Camus, j'ai 69 ans. Je suis apparemment le doyen de cette assemblée. Je suis donc de la montagne aussi. J'habite Beauzelle. J'ai plusieurs professions. L'hiver, je suis prof de ski, moniteur de ski. Ensuite, je suis toujours en activité. Je suis aussi travailleur acrobatique, c'est-à-dire je fais des travaux en milieu dangereux, périlleux. Et j'ai une formation scientifique et linguistique. Une formation supérieure scientifique des sciences de l'environnement, de biologie et linguistique. Je suis engagé par le parti animaliste pour défendre les causes animales qui sont totalement bafouées, à plus forte raison depuis le début du quinquennat Macron, et malheureusement, j'en ai la conviction qu'ils vont être encore plus négligés dans le quinquennat qui vient. Donc pourquoi voter pour moi ? Eh bien d'abord parce que je porte des causes qui sont des causes universelles et je ne suis pas un carriériste, je veux simplement porter la voix des animaux et la voix environnementale au plus haut niveau national. Allez, on va continuer avec la première thématique qui concerne l'emploi et l'industrie locale. Et évidemment, on pense à Ferropem qui vient de fermer ses portes à la Léchère et pour lesquels les politiques, dont certains se sont battus, mais pour lesquels les politiques n'ont rien pu faire. La parole est à Vincent Roland. S'agissant de l'emploi industriel et plus particulièrement du site de Châteaufeuillet qui nous fend à tous le cœur. Nous nous sommes effectivement battus, nous avons engagé toutes nos forces dans la bataille, néanmoins par des négligences de la part de la direction, mais aussi peut-être un manque de réactivité à un moment donné du gouvernement, nous n'avons à ce stade pas pu sauver le site de Ferropem. Donc ce qui est proposé, ce que je voudrais reprendre dans la prochaine législature, c'est la proposition de loi qui oblige une entreprise à céder un site dès lors qu'elle ne veut plus l'exploiter et
dès lors que sur ce site, il y a des productions stratégiques pour notre pays. Le Covid a beaucoup modifié nos habitudes devant la mondialisation. Il faut, dans notre pays, réindustrialiser et arrêter avec une Europe qui est un peu trop naïve et qui laisse rentrer des produits à bas coût de la part de pays émergents aux règles sociales, environnementales absolument désastreuses. Il faut dire stop à cette concurrence déloyale. Merci beaucoup, M. Roland. M. Chenu, c'est à vous. Bien, je pourrais tout à fait rejoindre ce que M. Roland vient d'exprimer. Effectivement, la mondialisation et la recherche d'un bas coût et d'un profit toujours de plus en plus grand pour les consommateurs et notamment pour gagner sur les intérêts et les rentes auprès des actionnaires et des grosses compagnies commerciales et industrielles. Néanmoins, j'aimerais signaler que la réindustrialisation que prône M. Roland qui est en fait une volonté de rapatrier notre industrie, de rapatrier sur place nos productions, ne peut se faire avec les politiques qui sont menées de la part de partis comme le vôtre et des partis comme la majorité présidentielle actuelle. Nous sommes actuellement dans une politique qui fomente et qui pousse à la délocalisation. On a ici le cas de Ferropem, mais on avait aussi le cas, on peut parler du cas de Alstom et même au-delà du cas de Alstom, de la crise géopolitique que ça peut inclure. Donc la réindustrialisation ne peut se faire selon les politiques actuelles et selon les politiques dictées par des majorités ou des pseudo-oppositions actuelles. Merci beaucoup, M. Chenu. La parole est au candidat de Renaissance. Alors déjà, je crois qu'il ne faut pas faire d'instrumentalisation politique sur ce dossier. Et je veux saluer le travail de M. Roland, mais aussi de l'ensemble des acteurs, des collectivités. Il y a une union politique, une union sacrée sur ce dossier, et je le salue. Aujourd'hui, la priorité, ça va être de retrouver un repreneur, de faire en sorte que les salariés de Ferropem veulent quoi? Ils veulent simplement vivre dignement de leur travail dans leur vallée. Donc ça passe effectivement par un vrai travail avec les services de l'État pour retrouver un repreneur. Et puis également, investir dans la réindustrialisation. Vous savez, quand on parle d'Albertville et qu'on va vers la Tarentaise, il y a cette banderole. C'est marqué, les salariés ont marqué réindustrialisation super, et si on gardait notre savoir-faire. Et bien là, va avec l'autre. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est cette pile. Et c'est Ugitech. J'ai une pensée d'ailleurs pour les salariés d'Ugitech, et j'espère qu'ils pourront reprendre leur travail dans les meilleures conditions grâce aux services de l'État. Cette pile, à Ugine, on va transformer les composants de cette pile pour en faire de l'acier inoxydable. Ça permet quoi? De créer des emplois, entre 45 et 60 emplois, de baisser les émissions de gaz à effet de serre, moins 15%, et puis également de garder ce savoir-faire et ce fleuron industriel dans nos vallées, sur notre territoire. C'est le bon exemple, et ça c'est grâce au plan de relance, 10 millions d'euros, et je regrette, M. Roland, que vous ne l'ayez pas voté. Merci beaucoup, M. Empereur. La parole est à Mathieu Cicéry, l'Union pour la France. Pour nous, l'Union pour la France, c'est le souverainisme, et dire aux ouvriers qu'on maintiendra les mêmes emplois, c'est faux. On voit la vallée de la Maurienne, l'état où elle est actuellement. Par contre, je rejoins Monsieur l'Empereur sur des nouveaux emplois, les emplois d'avenir, surtout tout ce qui est recyclage, retransformation. Et dans l'état actuel de l'Europe, c'est mentir aux ouvriers de dire qu'on pourra faire cela. En Chine, vous produisez la même chose, le silicium, avec de l'énergie ancienne, quoi, au charbon. Donc c'est pas possible, tant qu'il n'y a pas une réaction de l'Europe. Nous, on veut une Europe État-nation, on veut protéger l'industrie française, on veut taxer tous les imports qui ne respectent pas l'environnement. C'est la seule solution. Merci beaucoup, M. Cicéry. Représentant de la NUPES, M. Morand. J'entends tous ces beaux discours de réindustrialisation, oui, ok, mais où sont les actes? On a beaucoup de pensées apparemment. On a beaucoup de pensées, mais vous êtes au pouvoir, il me semble. Et donc, c'est plutôt des excuses pour les Ferropem. Parce que dans la vallée, nous avons 5500 emplois emplois directs qui ont été détruits depuis 60 ans et 3400 indirects pour le coup. Ce qui fait quand même 8900 emplois détruits depuis des années. Et vous n'avez rien fait parce que vous êtes toujours dans le même système de production et de productivisme. Et vous voyez la rentabilité et vous ne voyez pas la vie des territoires. Et les élus doivent écouter les gens qui habitent sur les territoires. Pour ça, pour sauver l'industrie, il faudrait avoir une position ferme, une modification de la loi Florange qui permettrait la réquisition des locaux et pour réinstaller des repreneurs et pas attendre le 8 février pour déposer une loi alors que ça fait 2 ans que ça traîne. Merci beaucoup. Étudier
une aide à la possibilité de reprendre en scope pour les ouvriers. Et là, le pouvoir industriel sera vraiment efficace. Merci beaucoup, M. Morand. La parole est à M. Brice Bernard. Alors effectivement, sur Ferropem, nous à la région, on a défendu les salariés et on a posé différents vœux, différentes questions. Et effectivement, le gouvernement était totalement absent. Et en ça, je rejoins M. Roland. C'est vrai qu'il y a eu une participation des élus locaux pour défendre l'usine et le gouvernement n'a strictement rien fait. Il a totalement abandonné les 226 salariés. Et aujourd'hui, on a encore une entreprise sur le carreau. Je dirais encore une, après tant d'autres. Et malheureusement, tant qu'on n'aura pas de souverainisme précisément, et il ne faut pas attendre, M. Roland, une crise sanitaire pour voir qu'il faut effectivement agir là-dessus, il faut clairement faire des choses concrètes, c'est-à-dire revitaliser, pourquoi pas nationaliser certaines entreprises. Et Ferropem, je pense qu'il fallait le faire. Et il faut surtout arrêter de donner de l'argent à des entreprises qui aujourd'hui délocalisent par le biais du CICE ou par d'autres biais. Le rapport de France Stratégie qui a été remis à l'Assemblée nationale nous dit que la France est le pays le plus désindustrialisé du G7, malgré les plans de France Relance et France 2030. Donc en fait, il y a une volonté, mais le constat, il est là. Donc comment on peut réindustrialiser? En tous les cas, avec le Rassemblement national et avec les députés du Rassemblement national, on défendra effectivement ce dynamisme à ce niveau-là. Mais il faut aussi parler de la jeunesse. Il faut inciter les jeunes à rester dans notre pays. Un sondage de l'Opinionway dit que 75% des jeunes aujourd'hui veulent partir à l'étranger pour faire des études et travailler à l'étranger. Il faut les garder et il faut les inciter. Un jeune qui ouvre son entreprise, il faut ne pas le taxer au niveau des impôts sur les sociétés et nous le défendons en tous les cas. Merci beaucoup, M. Brice Bernard. Bertrand Camus, la parole est à vous. Eh bien, évidemment, je suis d'accord avec ce qui s'est dit au niveau de la conservation de l'emploi dans la vallée. Je ne peux pas aller contre. Il est clair que pour les gens qui travaillent dans la vallée, peu importe dans quelle situation, quelle entreprise, c'est primordial. Par contre, ça ne doit pas se faire au détriment de l'environnement et c'est malheureusement ce qui est fait chez Ferropem à Petit-Cœur, la Léchère, puisque j'avais déjà interpellé une fois M. Roland sur les émissions toxiques qui sont rejetées principalement la nuit et particulièrement la seule nuit de la semaine où il n'y a personne qui circule, c'est-à-dire entre le dimanche et le lundi. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça continue. Il n'y a rien qui a été fait. Donc, moi, je suis pour l'emploi, pour la conservation de l'emploi, mais dans le respect de l'environnement et pas dans le mépris de l'environnement comme c'est fait perpétuellement. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir pris... Pardon, excusez-moi, madame, il y a autre pour moi. Même question, même thème. En tout cas, moi, je trouve ça absolument scandaleux, ces licenciements par Ferropem, alors qu'en plus, c'est un groupe qui a vu ses bénéfices bondir ces derniers temps, et on peut voir tous les politiciens qui peuvent venir pleurer ou qui peuvent venir se faire bien voir et proposer des belles politiques, mais en fait, ils peuvent rien faire, parce qu'en fait, l'État et les gouvernements, ils se plient aux volontés des patrons. Et en tout cas, moi, je trouve que cet exemple, il nous montre que les patrons, ils sont prêts à tout. Moi, je dis que nous aussi, notre camp, en fait, on doit s'organiser. On doit préparer les futures luttes. Parce que le patronat, il nous mène la guerre. Et nous, il faut qu'on s'organise. Parce que justement, les travailleurs, on n'a que notre travail, on n'a que notre salaire pour vivre. On ne vit pas de rente ou de quoi que ce soit. Et du coup, il faut maintenir absolument tous les emplois et tous les salaires, et en prenant sur les profits. Et ça, voter lutte ouvrière, c'est affirmer qu'on est prêt à se battre. Merci beaucoup, excusez-moi encore de ce petit oubli. On passe au deuxième thème de cette circonscription, un thème aussi là avec beaucoup d'enjeux, celui de l'environnement, avec la problématique de l'agriculture qui est liée bien évidemment. Messieurs, mesdames, pareil, je vous incite à être concis. Monsieur Chenu, on commence par vous. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, l'environnement, c'est la série de mesures qui pourraient être prises en faveur de l'environnement dans nos territoires ne peuvent actuellement pas être prises dans le contexte d'une perte de notre souveraineté nationale et d'une perte de souveraineté vis-à-vis, premièrement, de l'industrie, du système productiviste dans lequel nous sommes, mais aussi vis-à-vis de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous sommes dans une volonté, de par l'Union européenne, de faire une France toujours plus productiviste. On est dans la course à la croissance, sur le dos des travailleurs, sur le dos des agriculteurs. On les pousse, et notamment par le biais d'intrants comme le glyphosate, on en a beaucoup parlé, à toujours produire plus avec un risque pour leur santé. Aujourd'hui, il s'agit de s'émanciper de ces logiques productivistes, c'est de s'émanciper de ces logiques de politique supranationale de l'Union européenne, c'est de réfléchir en termes de circuits courts pour nos territoires, donc, notamment avec par exemple des abattements fiscaux ou des réflexions sur des aides publiques qui pourraient être amenées sur les gens qui
produisent et qui poussent au circuit court. Mais voilà, on ne peut pas aujourd'hui défendre l'environnement, et notamment dans nos territoires de montagne qui sont très vulnérables, sans réfléchir à cette souveraineté nationale, sans réfléchir à cette souveraineté aussi de la production de nos agriculteurs qui doivent, on va dire, se débrouiller, aujourd'hui doivent se débrouiller pour être toujours plus productivistes. Ce n'est plus possible. Merci beaucoup, Monsieur Chenu, pour cette prise de parole. Arthur Empereur, de votre côté, l'environnement, l'agriculture. Alors, très rapidement, parce que le sujet est très vaste. Il y a 2 défis que nous devons relever. C'est la transition écologique de nos zones touristiques, de nos stations de sport d'hiver. On a engagé de gros investissements avec le plan Avenir Montagne, qui a été présenté à Bourg-Saint-Maurice par le Premier ministre. C'était un symbole fort. Et donc, accélérer cette transition pour faire en sorte qu'on puisse avoir du tourisme 4 saisons, des activités touristiques qui soient plus durables et plus résilientes également, sans abandonner l'activité ski. Ça, c'est très important, parce que je sais qu'il y a des formations politiques ici qui sont prêtes à abandonner le ski. Donc, on continue à soutenir l'activité ski, et puis on accompagne vers une transition durable. Donc la mobilité verte, les dameuses à hydrogène, les dameuses électriques, et puis les ascenseurs valéens. Et puis dans un deuxième temps, également l'environnement, vous l'avez dit monsieur Camus, faire en sorte qu'on ait une industrie plus verte. Et donc ça passe effectivement par un investissement pour reverdir notre énergie, s'inspirer d'initiatives exemplaires comme celle du GITEC. Et donc ça passe effectivement par France Relance, mais aussi par le plan France 2030. J'ai eu l'occasion de beaucoup travailler avec Bruno Bonnel, et si je suis élu, qui est le responsable du plan France 2030, et si je suis élu, si les salaires me font confiance, je ferai en sorte qu'on puisse bénéficier dans cette circonscription des fonds de France 2030 parce qu'on en a besoin pour reverdir notre tissu industriel. Merci beaucoup, Monsieur Empereur. Monsieur Seri. Je voulais juste réagir, c'est la moindre des choses lorsqu'on ferme les stations de ski pendant 1 an que de les aider après. Ça, c'est une chose. Sur 2 choses, l'environnement, l'agriculture. J'ai dû me battre dans ma commune, il y a un terrain de 10 000 m² qui est agricole, on le passe en zone aménageable. Moi, je pense qu'il est temps d'avoir des moratoires sur les terrains pour permettre aux jeunes agriculteurs de venir s'implanter. Donc c'est le localisme, donc c'est faire tout ce qui est agriculture locale par des AMAP, tous ces systèmes locaux. Deuxième chose pour moi, je pense qu'on a trop les yeux rivés sur les stations de ski, hein, et je pense qu'on oublie souvent la vallée ici et les vallées. C'est-à-dire que l'on transporte des touristes. Je viens d'arriver aujourd'hui, je vois 2 fois 2 voies, on doit rouler moins 20 km/h parce qu'il y a encore un pic de pollution aujourd'hui. Les touristes chassés-croisés, c'est quasiment 120 000 voitures le week-end. Les gens dans la vallée vivent dans une pollution, c'est effroyable. Je pense que l'État doit faire revenir à un État stratège, et on doit urgemment se tourner vers le ferroviaire, le dédoublement des voies, les gares comme celle de Chambéry qui sont des gares multimodales, ça devrait être la norme maintenant dans la vallée, pour qu'on puisse se rejoindre avec des taxis électriques, des vélos électriques, tout ce genre de moyens de locomotion moderne. Merci beaucoup, Monsieur Césaire. Monsieur Morand. Oui, tout à fait. L'écologie est un élément essentiel de notre programme, et la bifurcation écologique, il faut la prendre dès maintenant. Mais pour la prendre dès maintenant, ce n'est pas sur des mesurettes ou du greenwashing comme on fait avec Avenir Montagne, qui partent sur des appels à projets. Il faut quelque chose de plus ambitieux et global. Il faut changer de paradigme et de production et de consommation pour pouvoir respecter le penser local et le consommer local, et travailler local aussi. Il faut respecter les agriculteurs et le pastoralisme et leur rendre la montagne telle qu'elle était avant les stations de ski. Il faut arrêter absolument l'urbanisation des stations de ski et travailler sur l'existant, la rénovation des lits froids, la rénovation des remontées mécaniques, et arrêter avec les canons à neige quand on sait qu'au-delà de 1600 mètres, il n'y aura plus de neige d'ici bientôt. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Les dameuses à hydrogène, mais l'hydrogène, vous allez le faire comment, l'hydrogène ? Ça se fait avec une énorme quantité d'électricité. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc, du coup, il va falloir réfléchir en changeant de paradigme et de mode de production. Merci beaucoup. Monsieur Bernard, Rassemblement national. Alors, quelque part, ça m'amuse, enfin, je ne devrais pas dire ça m'amuse, mais d'entendre la gauche et la droite dire qu'il faut rompre avec le modèle qu'ils ont défendu depuis des années. Oui, effectivement, il faut rompre avec ce modèle de délocaliser et de produire à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, le plus gros des méga cargos qui circulent dans la planète pollue autant que l'ensemble du parc français automobile. Donc oui, effectivement, il faut changer ce modèle-là. Oui, il faut faire du localisme. Oui, il faut promouvoir les circuits courts.
Et il faut une meilleure traçabilité aussi, à la fois des produits que l'on a dans nos assiettes et des produits que l'on porte, tout simplement. Les produits que l'on a dans nos assiettes, par exemple, à la cantine, 80% de la viande que mangent nos enfants à la cantine est importée aujourd'hui. Donc il faut une traçabilité de ce qu'on mange. Et puis concernant les entreprises, oui, il faut relocaliser. Et les entreprises qui délocalisent, eh ben, clairement, il faut les taxer sur des normes sociales et environnementales. Vous partez faire du bénéfice, très bien. Mais au moment de l'import, eh ben, on va vous taxer sur les normes environnementales. Parce qu'on ne peut pas tout changer ici à Albertville sur l'environnement qui touche l'ensemble du monde. Il faut véritablement changer de modèle. Et puis plus globalement, au Rassemblement national, justement, nous sommes pour différentes questions sur un référendum pour mettre les Français au cœur de l'environnement. Ce seront des questions qui seront déclinées sur des propositions de loi à l'Assemblée nationale. Et nous avons prévu justement différentes mesures qui concernent l'environnement de tous. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Camus. Mon discours, c'est celui du Parti animaliste. Dans la société française d'aujourd'hui, qui est une société qui se veut responsable et humaine, on n'a jamais autant maltraité, massacré, torturé les animaux qu'aujourd'hui, dans toutes les directions, c'est-à-dire animaux sauvages, massacrés, 45 millions d'animaux tués chaque année, dont 30 tués dans des parcs uniquement destinés à les massacrer à bout portant, les animaux d'élevage, l'élevage intensif, les poulets, ils ont une surface d'une feuille A4 pour vivre, vous imaginez. Les animaux domestiques qui sont aussi maltraités, torturés, abandonnés, 11 animaux abandonnés par minute. Les peines ne sont jamais à la hauteur des actes. La loi sur la maltraitance qui a mis 1 an pour être promulguée prévoit des peines mais ne sont jamais donc appliquées. Ensuite, cette loi a volontairement, certainement oublié des causes essentielles sur lesquelles les Français se sont déjà prononcés, l'expérimentation animale, l'euthanasie de convenance et les 2 grandes causes. 86% de la population française réclame l'abolition de la chasse, ou du moins le pouvoir de pouvoir se déplacer en toute sécurité les week-ends, jours fériés et vacances. Et enfin, 90% de la population française demande l'abolition définitive de la corrida que même l'Espagne est en train d'adopter. Merci beaucoup, monsieur Camus. Myriam Rahalia, lutte ouvrière. Oui, en tout cas, moi, ce qui m'a marqué, c'est le dernier rapport du GIEC qui montre les conséquences absolument catastrophiques du dérèglement climatique. Et j'ai vu tous ces jeunes qui se mobilisaient pour défendre le climat. Moi, tous ces jeunes, j'ai envie de leur dire en fait que le problème ne se résoudra pas à l'échelle de la Saint-Laurent, il ne se résoudra pas à une échelle locale. Parce que le problème écologique, c'est un problème global. Et les responsables, c'est toujours les mêmes, c'est les capitalistes, c'est les industriels qui détruisent la nature et quoi qu'il en coûte pour leur profit. Et tous les États, tous les gouvernements, ils sont complices. Il n'y a aucune loi, aucune mesure qui pourra s'y opposer. Et moi, en tout cas, ce problème écologique, ça montre en fait qu'il ne faut pas laisser la manette aux mains des capitalistes, parce qu'ils sont prêts à tout détruire. Et il faut le renverser. Et ça, il n'y a que la classe ouvrière qui est capable de renverser ce système complètement absurde. Merci beaucoup, Madame Rahalia. On termine ce tour de table avec Vincent Rolland. Quand on vit ici, forcément qu'on est sensible à l'environnement et qu'on a envie de le défendre. Alors pour cela, plusieurs axes. Déjà, la rénovation thermique, c'est un sujet énorme. Je l'avais d'ailleurs proposé à Madame Wargon, ministre du Logement, que les résidences secondaires qui constituent des dizaines et des dizaines de milliers de lits dans notre circonscription puissent bénéficier des aides de l'État. Refusé. Et pourtant, en termes de rénovation thermique, il y a de quoi faire. C'est privilégier l'hydroélectricité et conserver les barrages dans le giron d'EDF. Ils doivent rester français, la production doit rester française. Il y a évidemment les déplacements dans nos vallées. Je milite depuis longtemps, et je continuerai de le faire si je suis élu, pour le train de nuit, mais aussi pour les séjours décalés en hiver, pour faire passer une partie des flux du dimanche au dimanche plutôt que sur le samedi. Et puis, tout de suite là, au milieu de nous, il y a les circuits courts. Je rappelle que notre agriculture, depuis très très longtemps, a fait le choix de la qualité, le choix de la gestion directe. Et nous avons, je crois, sur notre territoire, cette fierté agricole autour de nous qui fait que nous produisons différemment, avec des règles environnementales, avec un respect
des productions qui est sans commune mesure avec ce que l'on retrouve par ailleurs. Et puis l'APTV a engagé une réflexion sur les déplacements urbains, sur les déplacements dans nos vallées, au titre d'Avenir Tourisme. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin d'avoir les conseils de certains candidats pour nous dire « avec moi, Avenir Tourisme sera mis en place », puisque c'est déjà en place tout simplement. Donc évidemment, nous allons continuer à développer la notion des transports alternatifs dans notre circonscription. Je vous propose de revenir sur le tourisme. Vous avez déjà abordé un petit peu la question, mais il a forcément un poids économique très important dans cette circonscription. Et on se pose beaucoup la question de quel modèle pour le tourisme et pour l'avenir. On parle du tourisme 4 saisons, mais concrètement, on ne voit pas forcément beaucoup les choses avancer. On a aussi des gros problèmes d'accès en station. Quelle solution peut apporter le député que vous pourriez être? C'est à vous, monsieur Antoine. Alors, écoutez, je vais repartir sur ce que je disais tout à l'heure. Déjà, il faut travailler avec l'ensemble des acteurs. Et je salue effectivement les différents acteurs du territoire, les élus, le conseil départemental. Et si je suis élu, on travaillera ensemble. Pourquoi est-ce qu'Avenir Montagne, ça a fonctionné? Et pourquoi est-ce que quand le Premier ministre est venu le présenter, ça a été accueilli favorablement? C'est parce qu'on l'a co-construit. C'est parce qu'on s'est appuyé sur l'expérience des élus de terrain. On a déjà fait beaucoup sur la transition écologique. Moi, vous savez, j'ai grandi entre le lac du Bourget et Sainte-Foy-Tarentaise, d'où mon nom de famille. Donc je sais par exemple que la station de Sainte-Foy-Tarentaise, ils sont précurseurs sur le tourisme 4 saisons, sur le sport nature. Et ben on va continuer à les aider parce que faut pas qu'on dise uniquement depuis Paris, oui voilà, le tourisme, les sports d'hiver, il faut qu'ils engagent leur transition. Il faut leur en donner les moyens. Voilà. Et ça passe par à la fois des financements, Avenir Montagne, et on partage les constats sur le terrain avec M. Roland. Après, je regrette qu'une fois qu'il est à Paris, il ne vote pas les fonds qui vont avec nos propositions et qui finalement accompagnent nos actes. Donc, accompagner financièrement nos communes, nos collectivités, tous les acteurs de la montagne pour engager cette transition. Et je souscris parfaitement à cette proposition. Si les salariés me font confiance, je ferai en sorte que nous ayons une MaPrimeRénov' adaptée aux territoires de montagne et aux logements pour éviter qu'ils ne soient vacants. Ça, c'est très important. Et je m'y engage. Merci beaucoup, Arthur Empereur, candidat Renaissance. Monsieur Cicéry, de l'Union pour la France. Oui. Sur le tourisme en Savoie, la Savoie a fait un choix de créer les stations au pied des pistes. On a des exemples dans le Tyrol où ils ont conservé les logements dans les villages. Cette réflexion, ils l'ont eue dès le départ. Et du coup, par des systèmes par bus ou par télésiège, ils amènent les touristes aux pistes. Donc la Savoie a fait aussi ce choix dès le départ qui n'était peut-être pas le meilleur à faire. Et je vais revenir sur le fait que le ferroviaire est à développer avec des structures intermodales comme sur Chambéry. J'ai travaillé là cette saison sur les arcs. Donc on prend le train, on arrive à Bourg-Saint-Maurice, le funiculaire et les bus. Donc il faut vraiment que l'État devienne stratège à ce niveau-là et qu'on développe actuellement Albertville et pourquoi pas s'ouvrir sur Annecy pour amener justement une nouvelle clientèle, un nouveau tourisme, monter en haut de gamme sur l'hôtellerie de Savoie. Merci beaucoup, M. Cicéry. M. Morand, donc, rapidement, vous avez un petit peu de retard parmi là, on parle d'un héritage de 30 années, des 30 glorieuses, le fameux tourisme de la neige, qui apporte ici, c'est le premier pourvoyeur du PIB de Savoyard, et qui est très important et qu'il ne faut pas négliger. Dans ce tourisme, on a aussi 30 000 saisonniers sur lesquels il faut porter une attention particulière parce que c'est eux qui font tourner la machine et pas les investisseurs. Donc là-dessus, nous on propose de pouvoir mettre un bouclier pour les saisonniers avec la possibilité d'un statut saisonnier parce que le gouvernement Macron, au mois de septembre, a mis en place une réforme du chômage qui doit aux saisonniers j'ai perdu les mots. Ils doivent travailler 6 mois pour pouvoir bénéficier du chômage, ce qui n'était pas le cas avant. C'est un vrai traumatisme pour ces gens qui font vivre la montagne. D'autre part, il faut des mesures effectivement de transport parce que... En quelques mots, s'il vous plaît. Des transports avec le transport multimodal et des mesures d'amélioration des performances thermiques des bâtiments pour éviter la gabegie énergétique. Merci beaucoup. M. Bernard, Rassemblement national. Écoutez, sur le tourisme, déjà, ce qu'on peut en dire, c'est que ce sont des emplois non délocalisables.
Donc c'est effectivement important et ça demande à avoir des investissements en continu. Des investissements en continu pour justement proposer de nouvelles offres. On parlait effectivement du tourisme 4 saisons. Oui, effectivement, il faut développer les offres avec les entreprises pour les séminaires. Il faut peut-être développer aujourd'hui l'offre de tourisme en pleine nature qui est de plus en plus demandée. Et je pense qu'à la sortie, entre autres, de la crise du Covid, les Français ont besoin justement d'aller, pourquoi pas, en montagne, respirer l'air pur. Et je crois qu'en Savoie, on est justement bien placé pour ça. Donc il faut se tourner sur ce tourisme-là. Et en lien, pourquoi pas, justement avec notre agriculture qui est aussi, avec ses différents AOP, une agriculture de qualité et faire des liens, soit gastronomiques, soit, je dirais, encore une fois, en lien avec la nature, avec les animaux. Et puis, bien entendu, il faut renforcer l'offre hivernale. Et pour ça, il faut arriver à décongestionner nos vallées. J'investirais et je demanderais des investissements précis sur les ascenseurs valléens sur lesquels nous sommes totalement en retard. Il y en a plus de 308 en Italie. Il y en a très peu aujourd'hui dans nos montagnes. Je pense qu'il faut investir là-dessus. Et deuxième point, il faut effectivement investir dans l'accueil de nos saisonniers, qu'ils soient dans de bonnes conditions. On l'a vu sur les hivers derniers. Les saisonniers manquaient dans nos stations, donc il faut bien les accueillir. Ça permettra d'en avoir un peu plus sur nos saisons. Merci beaucoup, M. Bernard. La parole est à Bertrand Camus du Parti animaliste. Le tourisme, comme j'en vis en partie, je connais quand même assez bien le dossier. Donc la nature est le point central de l'avenue des touristes. Et hiver comme été, c'est le fonds de commerce du département. Malheureusement, c'est mon constat, la nature est souvent méprisée, délaissée, bafouée. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit à propos des animaux, mais sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la circulation, le transport. Donc je suis tout à fait d'accord avec évidemment le train de nuit, avec la favorisation des transports ferroviaires, aussi bien pour les personnes que pour les marchandises. Ensuite, sur l'urbanisation à tout va dans les stations, puisque je travaille dans une des stations qui peut être considérée comme un des pires modèles en la matière. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a dans la circonscription, il y a des stations qui ont du mal à s'en sortir par le fait du manque d'altitude, par le fait du manque de moyens. Et puis tout va sur ces stations qui détournent les lois environnementales à leur convenance, la loi sur l'eau, qui font des projets pharaoniques avec évidemment l'arrivée dans le mur à court terme. Je veux prendre un exemple très précis. La piste de l'Éclipse qui va servir pour 2 courses d'un jour, qui a servi cet hiver et qui va servir l'année prochaine, pour 2 courses d'un jour, qui a vu une déforestation massive, une retenue collinaire hors norme. L'eau est captée et il y a le circuit de l'eau naturelle est complètement détruit. Donc tout ça, ça contribue à la qualité de la venue des touristes et à ce qu'on peut leur offrir. Enfin, je finirai sur un point qui m'est cher et sur lequel j'avais déjà aussi interpellé à la fois les préfets, parce qu'il y a dans d'autres départements, et M. Roland à ce sujet, il y a le salage excessif des routes qui est une pollution dont on ne mesure même pas l'importance, l'eau qui pollue les nappes phréatiques et qui détruit la santé publique. Merci bien pour cette intervention. Myriam Rahalia, la parole est à vous. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que même quand les grandes fortunes partent en vacances à Courchevel, c'est les travailleurs qui font tout tourner. C'est les plongeurs, c'est les cuisiniers, c'est ceux qui construisent les bâtiments, c'est les femmes de ménage, en fait. C'est eux qui font tout tourner, comme ils font tout tourner la société. C'est les soignants, c'est les éboueurs, tous ceux qu'on a vus pendant le confinement, en fait. C'est les indispensables. Mais comme c'est les travailleurs qui font tout tourner dans la société, c'est les travailleurs qui devraient la diriger aussi. Et justement, tous ces dizaines de milliers d'euros que peuvent dépenser les fortunes en un jour dans des suites de luxe, je pense qu'on pourrait les utiliser dans bien autre chose. On pourrait les utiliser dans ce qui nous est utile. On pourrait embaucher dans les hôpitaux, dans les écoles. On pourrait utiliser cette richesse pour ce dont on a besoin. Moi, c'est ça le sens de ma candidature, c'est de dire, les travailleurs, on devrait diriger, et on devrait décider où va l'argent et à quoi elle sert. Merci beaucoup, Madame la candidate de Lutte ouvrière. La parole est à Vincent Roland, des Républicains. Un petit retour en arrière douloureux. Nous avons connu une saison noire du fait de la fermeture des remontées mécaniques. Et je dois le dire, on n'a pas besoin d'être membre de la majorité pour défendre le territoire et les socioprofessionnels qui ont pris de plein fouet cette fermeture. Et d'ailleurs, avec ma collègue Émilie Bonivard, nous avons eu
très régulièrement des échanges avec les cabinets ministériels de M. Lemoine, de M. Griset, de M. Le Maire, pour faire évoluer les dispositifs qui ont permis aujourd'hui à un certain nombre de sociopros de passer ce mauvais cap. Maintenant, l'avenir. Avec Savoie-Mont-Blanc, j'ai organisé ce qu'on appelle les assises du tourisme avec plus de 600 acteurs consultés. Qu'est-ce que nous voulons ? D'abord, garder le leadership sur le ski, parce que le ski, malgré les modifications climatiques, est là encore pour plusieurs décennies, mais aussi conquérir de nouvelles cibles, de nouvelles clientèles et élargir notamment sur l'été les ailes de saison pour que l'été retrouve un certain équilibre avec l'hiver. Tout cela, évidemment, doit se faire dans le respect du territoire et de ses habitants. Et puis avec Savoie-Mont-Blanc, toujours, nous travaillons avec l'État, à la demande de l'État, sur la plateforme alentour. Nous sommes la destination qui a été choisie pour justement servir de laboratoire et de permettre d'agréger toutes les offres des activités. Demain, les logements et très très vite aussi les transports. Donc il y aura un tout compris sur alentour avec une fenêtre spécifique Savoie-Mont-Blanc, avec des transports décarbonés. C'est aussi ça le tourisme de demain, que les flux restent ici chez nous et que ce ne soit pas des sociétés comme Booking ou autres qui captent la plus-value, mais que tout cela reste bien ici chez nous, dans notre pays, sur notre territoire. Merci beaucoup, Monsieur Roland. La parole est à Jordan Chenu, République souverainiste. Alors, concernant le tourisme, selon moi, il y a 2 points qui sont essentiels. On en a déjà un peu parlé, donc c'est les mobilités tout d'abord. Il faut absolument re-questionner la venue de nos touristes. On est dans les gros week-ends d'hiver, notamment en février, des gens qui mettent 12 heures pour venir dans nos stations. On a des locaux, on a les gens du pays qui sont bloqués pendant un week-end entier à cause des congestions immenses qu'on a dans la vallée. Pourquoi ? Parce qu'on construit toujours plus. On construit toujours de plus en plus de lits. On construit toujours de plus en plus de propriétés. De ce fait, les touristes viennent en masse et les routes ne sont pas extensibles. Donc il faut réellement questionner les mobilités en poussant le curseur du ferroviaire, limiter la fermeture des gares, voire même en remettre des lignes de train en place, pousser aussi les bus, notamment pour tout ce qui est le dernier kilomètre. Et comment on pousse le curseur bus ? Il faut améliorer tout simplement les salaires des conducteurs de bus. On est aujourd'hui des gens, avec un métier qui vous empêche de vivre avec votre famille, de vivre les week-ends avec votre famille. C'est un métier difficile où vous faites des journées très longues et il est nécessaire, à mon avis, d'améliorer ces conditions salariales des conducteurs de bus pour rendre le métier tout simplement plus attrayant et pousser les gens à utiliser les transports en commun pour la venue du touriste. Et deuxième point sur le tourisme, je pense que tout le monde est d'accord, le deuxième gros point, c'est l'hébergement. Pour l'hébergement, il faut, comme je l'ai dit, arrêter de construire alors qu'on est dans des stations de ski en Savoie qui sont à parfois 50% de lits froids. Des gens qui utilisent leurs appartements en station pendant un week-end, une semaine par an. Et il faut aussi limiter les résidences secondaires, avec notamment des taxations, une majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, augmenter cette taxation, voire même mettre un seuil minimal de taxation pour les communes, empêcher les gens d'avoir de multipropriétés un peu partout dans la vallée, qui fait qu'on a une pression foncière immense et qu'on a les gens du pays dans notre vallée qui ne peuvent plus se loger, qui sont obligés de s'éloigner de plus en plus, et ce, au profit de touristes qui viennent un week-end, 2 week-ends par an. Merci beaucoup, M. Chenu. On arrive au terme de ce 3e grand thème. Pressé par le temps, il nous reste à peine un petit quart d'heure d'émission, mais quand même, on tenait à évoquer les différents autres points, et notamment celui du pouvoir d'achat, du coût de la vie, ainsi que ceux de l'immigration, de la sécurité. On va essayer de faire 2 thèmes en un. Il vous reste 1 minute 30 à peu près par candidat pour ces quelques mots, et on va commencer du coup par M. Mathieu Cicéry de l'Union pour la France, s'il vous plaît. Le pouvoir d'achat, oui, c'est la principale préoccupation des Français, surtout nous actuellement. Un litre d'essence à 2 €, au final, il ne vous reste plus grand-chose lorsque vous êtes au travail. Donc il faudrait effectuer une hausse de salaire en réduisant l'écart entre le brut et le net. Donc ça serait à peu près 5 milliards tous les ans, à trouver des économies en trouvant sur la fraude à la TVA, sur l'évasion fiscale, et redistribuer donc cet argent aux ouvriers, aux travailleurs. Il faut penser aussi aux retraités. Il faut réindexer d'urgence les retraites.
parce que les personnes âgées perdent énormément de pouvoir d'achat. La baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Nicolas Dupont-Aignan a proposé à l'Assemblée nationale en 2019, a fait donc la proposition de loi. Donc il faut bien entendre qu'une TVA actuellement à 0% est interdite par l'Union européenne. Donc on peut agir tout de suite, par exemple sur des couches qui sont actuellement pour les bébés à 20%, on pourrait les passer à 5%. On peut jouer entre les produits français. Mais en l'état actuel des choses, dire à 0%, c'est pas vrai, c'est un mensonge, il faut aller se battre à l'Union européenne. Concernant l'immigration légale, c'est à peu près 230 000 personnes chaque année. Il faut donc sortir de Schengen, reprendre le contrôle des frontières à la France. On l'a vu récemment en Grèce, on a 800 000 personnes qui se sont massées aux frontières entre la Grèce et la Turquie. Aujourd'hui, la Turquie joue avec nous, avec les migrants en fait. Donc c'est un gros souci, donc il faut reprendre le destin en main de la France. Merci beaucoup, M. Cicéry. M. Morand, représentant de la NUPES. Pour le pouvoir d'achat, on a beaucoup de choses à dire. Il est temps d'arrêter les traumatismes liés aux différentes crises et au fait qu'il y en a qui jouent avec l'inflation, parce que l'inflation actuelle que l'on subit est une inflation basée sur la spéculation d'événements qui n'ont pas encore d'influence sur le cours des choses. Pour ça, il faut aussi regarder les choses dans le bon ordre. Deux chiffres qui me paraissent essentiels. Une fraude fiscale évaluée à 100 milliards d'euros par an. Une évasion fiscale, c'est-à-dire permise par l'État français, évaluée à 147 milliards d'euros, ce qui fait quand même 247 milliards d'euros qui se sont évaporés et qui ne ruissellent pas, contrairement à ce que certains en disent, sur les Français. Donc de suite, il faut une mesure de blocage des prix avec le blocage de l'essence à 1,40 €. Augmenter le SMIC pour donner de l'air aux gens, parce qu'avec 1 200 €, on ne vit pas. 1 500 € sera beaucoup plus favorable à reprendre un peu d'espoir. Réforme des retraites, la 60 ans et 40 annuités. Parce que la retraite n'est pas un coût, mais c'est un devoir de la société envers ses travailleurs. D'autre part, on ne peut pas baisser éternellement le coût du travail sans en avoir un retour de bâton par derrière. C'est-à-dire que le salaire net et le salaire brut, ce n'est pas des charges, ce n'est pas un coût, c'est un travail qui a été effectué, et donc cette différence-là, c'est du salaire différé. Donc, pas touche à ça. Dernier point, mais après, vous arrivez au bout. Et l'immigration, ça me paraît un peu étrange d'avoir ça en sujet, alors que nous, on a une désertification médicale dans nos vallées. Est-ce que c'était vraiment l'essentiel des sujets à traiter aujourd'hui ? Il ne me semble pas. Plus de services publics dans nos vallées me semble plus important, et recruter des médecins et refonder la sécurité sociale pour avoir un vrai rôle de l'État dans nos vallées me semble assez essentiel. Merci avant la sécurité beaucoup, et l'immigration qui n'est pas choisie pour la plupart du temps cette et intervention. Ce n'est pas un danger pour le peuple. Merci beaucoup. Monsieur Bernard, la parole est à vous. Oui, donc concernant le pouvoir d'achat, 490 € par mois. Ce chiffre, c'est, d'après une étude CSA, ce que les Français considèrent manquer pour vivre correctement. C'est énorme, 500 €. Donc notre priorité, c'est de mettre en avant toutes les mesures que Marine Le Pen avait proposées pendant la présidentielle. Aujourd'hui, en Savoie, depuis septembre 2021, on connaît une augmentation de 35% du prix de l'essence. Je veux dire, les Savoyards font avec ça. Et dans notre circonscription, on est obligé de se déplacer en voiture. Donc c'est une taxe qui, aujourd'hui, augmente de plus en plus et on ne fait rien. Et ce n'est pas les quelques centimes qu'Emmanuel Macron a pris durant le temps des élections qui va changer grand-chose. Aujourd'hui, concrètement, un plein, c'est 18 € de plus par plein depuis septembre. Donc, encore une fois, ça évolue. Il faut immédiatement baisser la TVA de 20% à 5,5%. Et si nous sommes à l'Assemblée, si nous avons un groupe puissant à l'Assemblée, nous défendrons la première mesure, cette mesure-là de baisse de la TVA. Je fais une petite parenthèse parce qu'en tant que motard, j'ai appris aussi qu'on allait passer le contrôle technique pour l'ensemble des motards. Avec le Rassemblement national et les députés du Rassemblement national, nous mettrons un terme à ce genre de proposition à l'Assemblée. On luttera contre. Et puis, j'ai une pensée aussi pour les personnes en situation de handicap. Nous nous battrons précisément pour déconjugaliser l'AAH, qui me semble être une mesure totalement humaine et de bon sens. Enfin, sur la partie sécurité, et plus particulièrement ici à Albertville, il y a un constat à faire.
Il y a des personnes qui sont parties faire le djihad en Syrie ou ailleurs. Il y a des enfants qui, suite à l'assassinat de Samuel Paty, ont eu des déclarations plus que douteuses et effectivement très compliquées à entendre. Et puis on a connu un projet séparatiste, un projet communautariste ici par Miligorus, qui est une association turque, et qui voulait la fermeture de classes de la République, la fermeture d'écoles de la République. Où étaient les Républicains, où était le gouvernement et où était la gauche pour défendre l'école de la République? J'ai demandé à tout le monde de venir manifester avec nous et avec les Albertvillois contre ce projet. Personne n'est venu. En tous les cas, nous avons fait du bruit et nous continuerons à lutter contre tous les projets séparatistes et communautaristes, ici dans notre circonscription, mais aussi dans l'ensemble de la Savoie et dans l'ensemble de la France. Merci si je suis député, je prendrai des mesures précises pour renforcer les moyens donnés à la police, mais également je m'assurerai que toutes les personnes qui ont l'obligation de quitter le territoire ici, dans cette circonscription, le fassent. Merci beaucoup, Monsieur Bernard. Bertrand Camus, en quelques mots, vous avez déjà un sacré chronomètre. Alors sur le coût de la vie, le pouvoir d'achat, il faut savoir que dans les stations de ski, même les plus huppés, les plus chers, il y a des gens qui sont à la limite de la précarité, il y a des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et donc il faut faire en sorte que ces gens puissent se loger dignement et revenir à des prix du foncier qui soient acceptables, parce que c'est plus le cas. Les jeunes, comme ça a été dit, sont obligés de partir loin, parfois quitter carrément la région, donc ça, c'est pas acceptable. Ensuite, sur effectivement le prix de l'essence, je ne peux aller que dans le sens de ce qui a été dit. On est tous dans le même bateau. Donc je pense qu'il faut favoriser le transport ferroviaire pour que les gens soient moins obligés, puisqu'on est condamnés, nous, ici, à se déplacer partout et on n'a que la voiture. S'il y avait plus de trains, s'il y avait plus de mobilité dans la vallée, et plus aussi de transport public pour aller de la gare aux petites communes, on pourrait peut-être aider les personnes qui sont en difficulté financière et celles aussi qui n'ont peut-être pas aussi le moyen de conduire vu l'âge ou vu le manque de mobilité dont ils disposent. Voilà. Sur les autres sujets, si j'ai plus de temps, je laisse... Je suis navré. Et oui, malheureusement, l'horloge tourne. Madame Rahalia, de Lutte ouvrière. Oui, moi je pense qu'il nous faut aujourd'hui, c'est 2 000 € net. C'est ça dont on a besoin pour faire face à la flambée des prix qui est complètement folle. Et en fait, c'est possible si on prend sur les profits. Parce que là, le CAC 40, en 2021, il a fait 160 milliards de profits. Et avec cet argent-là, on aurait pu financer près de 4 millions d'emplois à 2 000 € net avec les cotisations. Alors c'est possible, c'est pas utopique. Et toute cette flambée des prix, en fait, c'est uniquement dû à la spéculation. Les capitalistes, ils grimpent les prix de façon totalement artificielle et ils s'enrichissent là-dessus. Et ça profite à Total, à Dassault, aux industriels, aux revendeurs. Et moi, je dis que ce n'est pas aux travailleurs de payer le prix. Parce que nous, on ne peut pas faire autrement. En fait, on n'a que notre salaire pour vivre et il faut une hausse massive des salaires. Et ça, ce n'est pas par un bon gouvernement qu'on pourra le mettre en place. Il faudra des luttes. Il faudra que le monde du travail, on l'impose. Par nos luttes. Et après, justement, face à cette flambée des prix, qui peut se dire en sécurité? En fait, même avec la menace des guerres, des crises écologiques, des crises économiques dont on a parlé, en fait, la vraie insécurité, c'est le capitalisme. Les industriels, ils nous mènent la guerre. Et ce n'est pas nos voisins, nos collègues qui viennent des quatre coins du monde qui sont nos ennemis. C'est les capitalistes qui vont nous emmener demain sur le champ de bataille pour défendre les intérêts de nos industriels. Le camp des travailleurs, on n'a pas de frontières. Et moi, je m'adresse à tous les travailleurs, peu importe leur couleur, peu importe leur religion, peu importe d'où ils viennent, en fait. On a tous le même combat et on se battra ensemble pour une autre société. Merci beaucoup, Madame Rahalia. Monsieur Vincent Rolland, la parole est à vous. Assez succinctement, s'il vous plaît. Sur la baisse du pouvoir d'achat, nous, ce que nous proposons, c'est de baisser les taxes sur l'électricité. Personne n'en a parlé, mais le pire est devant nous. Et aussi baisser les taxes sur l'essence, parce que dans nos vallées, on est hélas obligé de se déplacer le plus souvent en voiture. Et il faut que les technocrates parisiens qui vivent dans des métropoles se rendent compte qu'on a un réseau de transport en commun qui n'est sans commune mesure avec le leur. Donc la voiture est souvent une obligation. C'est aussi baisser la CSG et nous voulons qu'il n'y ait aucune retraite inférieure au SMIC dès lors que la carrière est complète, et évidemment la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, parce que ce qui s'est passé ces derniers mois à l'égard du monde handicapé est juste scandaleux.
et ça me permet de répondre à M. Bernard, la question de l'école coranique qui était en projet ici à Albertville. Eh bien, vous voyez, le député que j'étais a toujours eu un esprit constructif et a coopéré avec le gouvernement quand je pensais que c'était bon pour mon territoire, et j'ai voté contre quand c'était mauvais. Sur ce cas précis, j'avais déposé un amendement qui visait à interdire qu'un État étranger puisse ouvrir une école sur notre territoire. En lecture à l'Assemblée nationale, le gouvernement l'a balayé. Quand il y a eu l'emballement médiatique et en lien avec Frédéric Burnier-Framborel, le maire, et qui est mon suppléant, nous sommes remontés au créneau. Le texte était au Sénat et il y a eu un amendement du ministre Gérald Darmanin qui reprend peu ou prou ce que je demandais et qui permet aujourd'hui justement de lutter contre ce type d'installation. Donc on peut travailler ensemble et s'en féliciter. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Concernant la lutte contre les séparatistes, j'ai proposé à Laurent Wauquiez, à la région, d'inscrire dans la charte des laïcités justement l'interdiction de tout flux, de tout capitaux étrangers pour le financement d'écoles séparatistes dans ce sens. Ça a été refusé par Laurent Wauquiez. Mais l'Assemblée régionale ne fait pas la loi, monsieur Bernard. La loi est faite au Parlement, par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, messieurs. Monsieur Chenu. Concernant le pouvoir d'achat, j'aimerais quand même rappeler à l'ensemble des électeurs que nous sortons du premier quinquennat Macron et que c'est un quinquennat qui a, on pourrait plus dire enrichi, a surenrichi les plus riches. Une étude avait paru dans Le Monde il y a 1 ou 2 semaines et qui a calculé que pour pouvoir voter Emmanuel Macron et gagner dans son intérêt en tant qu'électeur d'Emmanuel Macron, avoir un intérêt à voter Emmanuel Macron, il ne faut pas faire partie des 1% de Français qui gagnent le plus, c'est-à-dire plus de 5 000 € par mois. Donc on est dans une politique actuelle qui est élitiste, au sens strict du terme, tout simplement parce qu'elle ne vise que ceux qui ont les plus hauts revenus. Alors nous, ce que nous proposons à République Souveraine pour améliorer le pouvoir d'achat des Français, c'est 2 choses. Déjà, c'est agir sur le prix de l'énergie en général. Alors déjà des carburants, quand on voit que des groupes comme Total font des 7 milliards de bénéfices sur l'année dernière, on peut se permettre, je pense, de geler ces bénéfices et avec ces bénéfices, financer le carburant de nos concitoyens qui ont besoin d'une voiture. Et puis sur le reste de l'énergie, c'est-à-dire tout ce qui est énergie domestique. J'aimerais rappeler quand même que nous sommes aujourd'hui dans un marché unique de l'énergie européen qui pousse les EDF à revendre à bas prix son énergie qui est déjà à bas prix, puisqu'on est aujourd'hui dans un mix à majorité nucléaire, à revendre à bas prix son électricité à des partenaires européens qui, eux, la revendent grâce à la mise en concurrence du marché de l'énergie, qui la revendent bien plus cher. Donc on a aujourd'hui une industrie nationale, EDF, qui vend son énergie à très bas prix, qui le vend au rabais, avec des consommateurs qui, eux, par contre, achètent à des groupes privés de l'énergie à très haut prix. Donc nous, ce que nous proposons, c'est la nationalisation de l'industrie de l'énergie en France, notamment d'EDF, et de remettre un monopole d'État sur l'énergie. Et puis aussi sur le pouvoir d'achat, j'aimerais rappeler aussi que nous sommes dans une période d'inflation et que nous proposons à République Souveraine d'indexer les salaires sur l'inflation. Parce qu'aujourd'hui, tout augmente, sauf les salaires. Merci beaucoup, M. Chenu. Et pour conclure ces interventions, Arthur Empereur de Renaissance. Alors, sur le pouvoir d'achat, on a non seulement un projet, mais on a un bilan. Avant qu'on soit percuté par la crise sanitaire, on a fortement investi pour le pouvoir d'achat des Français. La suppression de la taxe d'habitation notamment, et on arrive à peu près de plus 300 € par an de pouvoir d'achat net en moyenne pour les Français. Donc vous voyez, c'est pour tout le monde, monsieur. Ensuite, sur le pouvoir d'achat, on a également un projet. Donc c'est la première loi qu'on votera si les Français nous font confiance. Ça passe par la réindexation des retraites sur l'inflation. Également, pas de retraite pour une carrière complète en dessous de 1 100 €. Le maintien du bouclier gaz et électricité. Si on n'avait pas ce bouclier gaz et électricité, les factures seraient entre 40, plus 40 et plus 70% par rapport à la facture actuelle. Et je regrette que M. Roland et que les amis de M. Bernard aient voté contre à l'Assemblée nationale. C'est également la revalorisation du SMIC, plus 2,7% en mai et environ plus 6% sur un an. Ça, c'est des mesures d'urgence.
Après, il faut aussi faire en sorte qu'au-delà de la remise carburant de 18 centimes qu'on a annoncée, à l'avenir, on puisse être moins dépendant des énergies fossiles. Et ça passe par exemple par l'acquisition d'un véhicule électrique. On a des aides très importantes là-dessus. Et le président Macron, dans son programme, a proposé quelque chose de très concret, c'est qu'on puisse avoir un véhicule électrique pour une location de moins de 100 € par mois. Ça, c'est du concret. Ça pollue peu, et par ailleurs... Ça pollue totalement, les batteries en lithium polluent totalement. C'est neutre en carbone. Ensuite, sur le pouvoir d'achat, on a aussi également le chèque alimentaire de plus 50 € qui sera dans le pack pouvoir d'achat qu'on présentera dès l'été. Je voudrais juste rebondir sur... en quelques mots, très rapidement. M. Bernard, sur l'école d'Albertville. Nous, on n'est pas allé manifester M. Bernard, mais par contre, on a agi. Effectivement, il y a un amendement gouvernemental qui est passé au Sénat. Voilà. Il y a un amendement qui est passé au Sénat qui a permis effectivement que le conseil, que le corps administratif d'appel de Lyon donne raison au maire d'Albertville, et je le remercie pour sa mobilisation. Mais par contre, je regrette, Monsieur Roland, que vous ayez voté peut-être certes cet amendement, mais que le groupe LR ait voté en bloc contre la loi séparatisme. C'est bien la preuve que je suis capable de m'affranchir des votes de mon groupe et de voter ce qui est bon pour mon territoire. Je crois que la politique de demain, c'est comme ça. Vous avez voté contre la loi séparatisme en bloc avec le groupe LR. Messieurs, madame, on arrive malheureusement déjà à la fin de ce débat. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de problématiques. On l'a dit, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été présents, d'avoir pris le temps de répondre aux Français et à nos questions. On vous souhaite bon courage pour la suite de cette campagne. En tout cas, Laurence, merci beaucoup. Et puis, restez connectés à l'info sur 8 Mont-Blanc et sur le Dauphiné libéré, car les grands débats continuent. Demain, ce sera du côté de la 6e circonscription de Haute-Savoie, direction Chamonix. Moi, je vous souhaite une très bonne journée sur notre antenne. À bientôt.